Nous sommes jeudi 19 août, voici le sommaire de cette édition. Burkina Faso attaque terroriste hier 18 août sur un convoi sur l'axe Gorgadji-Arbinda. 47 personnes ont perdu la vie. Nous recevrons dans quelques instants Paul Kwalaga, spécialiste des questions de radicalisation et d'extrémisme violent. Audience hier à la primature, le secrétaire permanent de l'OHADA a été reçu par le Premier ministre burkinabé, l'occasion de solliciter l'appui de ce dernier afin de mieux accomplir sa mission. La réhabilitation du boulevard des Tansoba, une préoccupation pour les habitants du quartier zone 1 de Ouagadougou qui s'offusquent de la suppression des caniveaux causant des problèmes d'accessibilité dans la zone. Vous les entendrez dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle attaque terroriste hier au Burkina Gorgadji ce mercredi 18 août. Un convoi mixte composé de civils, d'éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que de volontaires pour la défense de la patrie a été la cible d'attaques terroristes. Le convoi qui allait en direction d'Arbinda pour une mission de sécurisation a perdu 47 de ses membres. 30 civils, 14 forces de défense et de sécurité et 3 volontaires pour la défense de la patrie. Un bilan provisoire selon l'agence d'information du Burkina qui a publié cette information. Et pour ce faire, nous recevons Oumarou Paul Kwalaga, fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI, également spécialiste des questions de radicalisation et d'extrémisme violent. Bonjour, monsieur Kwalaga Paul. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'attaque terroriste d'hier intervient une semaine seulement après les condamnations de terroristes au tribunal de grande instance au Ouagadougou. Est-ce qu'il y a un lien entre ces condamnations et les attaques d'hier? Alors permettez, avant que je ne réponde à la question, de m'incliner devant la mémoire de personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque ignoble et souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. Et souhaiter à l'ensemble des acteurs de redoubler évidemment d'efforts pour pouvoir finalement, à défaut de réduire totalement le phénomène, de réduire la capacité de nuisance de ces terroristes. Pour revenir à votre question, il faut dire qu'effectivement, le terrorisme, dans sa définition, on ne va pas revenir sur tous les aspects, au-delà de l'aspect de la psychose qu'on crée, du fait qu'on fasse des blessés ou des morts, il y a forcément des messages qu'on envoie à l'ensemble des acteurs, et notamment ici, que ce soit des autorités administratives, politiques, à l'ensemble de tous les acteurs. Donc dans ce contexte-là, oui, évidemment, ce jugement qui se tient il y a à peine une semaine, a forcément des liens avec le message qu'ils envoient. Donc ils envoient un message pour repartir à la définition du terrorisme, comme je l'avais dit tantôt, au-delà de ce qu'on sait comme définition basique, il y a le fait qu'on cherche à amener des autorités, notamment ici des gouvernements ou des autorités, à s'abstenir de prendre un certain nombre de décisions ou de reculer par rapport à un certain nombre d'actions qu'ils envisagent d'entreprendre ou qu'ils entreprennent. Dans ce contexte, si on situe évidemment le procès, ça peut être un message adressé pour amener des autorités politiques et judiciaires voilà, de penser par deux fois, notamment par rapport à ce qui va se faire et ce qui a été déjà fait. Donc oui, c'est un message qui est envoyé. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de pression. Ah oui, c'est une pression parce que l'activité terroriste aussi rime avec tout ce qu'il y a comme dimension communication, notamment sur les questions de messages. Et vous avez dit que c'est une question évidemment de rapport de force. Aujourd'hui, faut le dire, on le sait, c'est la première fois que le Burkina Faso va procéder ou procède, j'allais dire, au jugement des groupes terroristes. Donc c'est une façon aussi de mettre la pression. On va se poser des questions. C'est aussi d'une part aussi, comme ça se dit souvent, c'est l'intimidation à tous les niveaux, et à la fois pour ceux qui jugent, mais aussi à la fois aussi un message adressé aux autorités. Donc dire que quelque part, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ces genres d'activités qui se multiplient si on parle du procès. Mais n'oublions pas qu'effectivement, il y a d'autres faisceaux d'événements aussi qui s'inscrivent dans cette dynamique. C'est qu'il y a à peine 2 semaines, c'est vrai, vous l'avez relevé, mais il y a aussi en termes géopolitiques, je parle notamment de l'actualité qui se déroule actuellement en dehors de nos frontières, qui peuvent aussi requinquer ces groupes extrémistes qui semblent peut-être partie de cet événement pour se requinquer et envoyer aussi d'autres messages, non seulement à la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale.
Tout à fait. L'on constate que les villes d'Arbinda, de Solan sont presque sous embargo et ce sont les convois maintenant qui sont attaqués. Quelle lecture faites-vous de ce mode opératoire? Écoutez, pour ceux qui travaillent sur la question du terrorisme, savent que les modes opératoires sont assez multiples, diversifiés et on peut le choisir en fonction des circonstances et des contextes. Donc c'est pas quelque chose qui est en soi nouveau peut-être pour le contexte de Burkina parce qu'on l'a dit, il faut le rappeler par rapport à ce type de menaces ou de phénomènes qui n'est pas, on l'a dit à plusieurs reprises, qui n'est pas symétrique mais plutôt asymétrique. Les acteurs peuvent en fonction des contextes et en fonction des rapports de force sur le terrain essayer de choisir tel ou tel mode opératoire. Aujourd'hui, c'est sûr que dans le rapport dans les directions, on peut me permettre ce message, entre forces terroristes et FDS, depuis un certain temps quand même, on a remarqué que les forces de défense et de sécurité ont quand même repris la main. Donc vous avez remarqué que depuis un certain temps, ils ont, en termes de cibles diversifiées, on s'attaque beaucoup plus aux cibles civiles pendant un certain temps. Aujourd'hui, on s'en prend aux forces de défense et de sécurité qui sont des cibles privilégiées, mais dans des convois où on a la chance, parce qu'on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous travaillons sur des renseignements, mais ils ont également aussi des faisceaux ou des réseaux de renseignements qui leur permettent à un moment donné précis de pouvoir s'en prendre à un multitude, de mener des actions qui ciblent et qui créent davantage la psychose. Donc aujourd'hui, ce n'est pas surprenant parce que ce mode opératoire, attaquer de convoi, fait partie des modes opératoires utilisés par l'ensemble des groupes terroristes, que ce soit ici ou ailleurs. En parlant de cible, la question a toujours été qui attaque, qui nous attaque. Lors du procès, des noms de groupes terroristes ont été cités tels que État islamique ou Grand Sahara, Ansaroul, Islam, Ansardine. Qui sont ces groupes et quelles sont leurs origines? Alors, vous faites bien de peut-être le relever pour peut-être venir de façon plus spécifique aux différents groupes. Il faut dire que nous avons affaire à un mouvement transnational, un mouvement qui est à la fois local et global. Et nous parlons de localisation du phénomène global parce que ce sont des mouvements qui ont des liens ou des ramifications avec d'autres acteurs qui se trouvent au niveau international. Et au niveau local, il y a des acteurs aussi au niveau national, on les connaît, on sait par exemple, vous avez parlé de par exemple Ansaroul, qui est typiquement burkinabé, mais à côté vous avez Ansardine, dont on sait le fondateur, qui est Yaga Gali, et qui est à la fois, j'allais dire, agissant sur le théâtre des opérations, je dis sur le théâtre malien, mais aussi au niveau du Burkina, pour vous situer jusqu'à quel point on peut avoir des acteurs et qui à la fois agissent au niveau notamment parce que l'ensemble de tous ces groupes, que ce soit Ansardine, que ce soit Al-Mourabitoune qui aujourd'hui a été affaibli, ou que ce soit Ansardine avec Yaga Gali, ou que ce soit le Front de Libération du Massina avec Amadou Koumfa qui aujourd'hui avec Yaga Gali sont les groupes qui opèrent le plus dans je veux dire dans cette région du Sahel, mais notamment entre le Burkina, le Mali et dans une moindre mesure le Sahel, sont des groupes qui sont à la fois intervenant avec des acteurs au niveau transnational, au niveau global, et qui peuvent opérer d'un territoire à un autre, appuyant cela par des groupes qui sont, j'allais dire, territorialisés dans les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina, pour parler de notre exemple, pour être plus précis. Alors, donc, ce sont des groupes qui ont, par moments, j'allais dire, des opérations de sous-traitance qui agissent à la fois en termes de criminalité, il ne faut pas l'oublier, parce que vous avez vu peut-être que dans ce procès, ça a pu surprendre un certain nombre d'acteurs. Il y a qu'il faut pas oublier qu'il y a un côté criminalité, mais aussi terrorisme, donc une sorte de sous-traitance qui permet aux différents acteurs de pouvoir à un moment donné opérer ensemble et de se couvrir, de se protéger pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs stratégiques et de vision, même si on n'y croit pas tellement. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Ils font de plus en plus de morts et de blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité, mais beaucoup plus au sein des civils. On voit que le Mali ressort le plus souvent dans vos interventions. Lui qui est un peu plus tourné actuellement sur son agenda de transition et le retrait annoncé des troupes françaises. Est-ce que cela ne complique pas la situation au niveau de sa frontière? Mais absolument, parce qu'aujourd'hui, dans cette situation, on a à la fois plusieurs équations à résoudre. Donc on a une question politique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le Mali se retrouve dans une transition politique avec des acteurs militaires, mais aussi civils, mais j'allais dire beaucoup plus, des acteurs beaucoup plus militarisés qui sont au front et qui doivent à la fois lutter contre le phénomène terroriste, mais beaucoup plus large sur la question sécuritaire. Donc un agenda politique auquel s'accrochent des défis sécuritaires. Donc aujourd'hui, avec l'annonce évidemment du retrait de la force Barkhane, et qui aujourd'hui est un sujet qui est débattu un peu partout, pose véritablement la problématique de est-ce qu'aujourd'hui, avec ce retrait,
Premièrement, est-ce que les acteurs, tels qu'il est, même s'il est vrai que dans la vision stratégique, ces forces devaient se retirer à un certain moment, est-ce qu'à court terme ou à moyen terme, est-ce qu'aujourd'hui le retrait de ces forces pourrait, dans une certaine mesure, ramener le calme ou la stabilité dans cette situation du Mali, mais un peu plus aussi en lien avec ces pays voisins comme le Burkina, puisque nous sommes concernés, et le Niger. Donc, voici quelques questions, par exemple, auxquelles il faut s'attendre à un certain nombre de réponses. Oui, le retrait, mais est-ce que le retrait ici et maintenant, ou le retrait à minima, ou le retrait, j'allais dire, de façon radicale, comme certains le souhaitent, avec ce qui peut avoir comme conséquence, surtout quand on interroge aussi de l'actualité, il n'y a pas très longtemps avec l'Afghanistan, qui aussi, quoi qu'on dise, est obligé d'être interrogé à l'aune de cette actualité du Sahel, et notamment sur les questions sécuritaires. Nous avons parlé tantôt de pression des groupes djihadistes. Le président du Faso qui avait pris des engagements sur la gouvernance de l'armée ou encore doctrine d'emploi des VDP. Est-ce que cette énième attaque n'est pas une nouvelle pression pour lui? Mais absolument, la pression elle est là depuis le début. Quand vous êtes un chef d'État et que vous avez tout juste après votre élection en face de vous un certain nombre de défis à relever, notamment la question sécuritaire, plus spécifiquement la question du terrorisme, c'est un défi de tous les jours. Aujourd'hui, déjà, prendre un certain nombre de décisions, ça a été acté. C'est déjà une bonne chose, mais la mise en place, il ne faut pas s'attendre que ce soit de façon systématique et maintenant. C'est vrai que les choses se font, peut-être beaucoup ne sont pas encore communiquées. C'est vrai que depuis le début des attaques, maintenant, les choses ont pu, même si malheureusement on peut encore déplorer encore des morts, mais bien sûr des blessés, mais il y a des choses qui se font. C'est sûr que la pression elle va être énorme. Il faut peut-être aller de façon plus rapide, peut-être qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens, mais je pense que ce sont des choses qui sont prises en compte. Mais il n'y a pas que l'État, une fois de plus, dans cette lutte. L'ensemble des acteurs, comme on l'a dit, notamment les acteurs civils. Je pense à la société civile, je pense aux communautés dans leur ensemble, doivent également aussi intervenir dans cette lutte pour pouvoir beaucoup plus agir sur la prévention, parce que disons que les forces de défense vont intervenir dans le dernier maillon de la chaîne, qui est la répression. Donc si un travail est mis justement pour prévenir qu'un certain nombre d'acteurs, j'allais dire, qui sont sur notre territoire, il faut le reconnaître, ne s'engagent, ne se radicalisent, on pourrait peut-être réduire cette capacité de nuisance de ces terroristes. Merci M. Kwalaga pour votre intervention sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Poursuivons donc ce journal, mais avant nous étions donc en compagnie d'Oumarou Paul Kwalaga, fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI, également spécialiste des questions de radicalisation et d'extrémisme violent, venu nous donner son interprétation sur la question sécuritaire au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste d'hier. Cette rencontre entre le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré et le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, se veut une rencontre de prise de contact. Le professeur Sibidi Emmanuel Darankoum dit être venu présenter au chef du gouvernement burkinabé les visions de son organisation et solliciter par la même occasion son accompagnement dans le cadre de ses différentes activités. Aujourd'hui, la rencontre avec le Premier ministre, c'était pour une rencontre, je dirais, de prise de contact et annoncer un peu, d'abord en termes de remerciement, la présence du Burkina Faso auprès de l'organisation que je dirige. Une présence très dynamique et très remarquée. Et à l'occasion aussi demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout son soutien et son accompagnement pour les mois à venir et les années à venir dans le cadre des activités de l'organisation que je dirige, qui est l'OHADA. Il était aussi question d'un accord que l'OHADA a conclu et signé avec les hautes études commerciales de Montréal au Canada, qui est une institution qui possède un programme spécifique pour la formation des cadres et dirigeants des ministères et des dirigeants d'entreprises. Et donc on espère avec ce partenariat-là avoir le réseau nécessaire pour accompagner nos États sur le chemin d'un véritable développement économique. L'OHADA entend aider le Burkina Faso à faire face aux défis de l'heure, notamment la crise sécuritaire et la relance économique. Au cours de cette rencontre, le secrétaire permanent a remis au Premier ministre un échantillon de documents produits par son institution. Il s'agit notamment du plan stratégique de l'OHADA, du traité et acte uniforme appelé Code Bleu, ainsi que des instruments entrant dans le cadre de la bonne gouvernance et d'un management efficient des institutions de l'OHADA. Le contenu des documents concerne en quelque sorte un petit échantillon de ce que l'OHADA a produit comme instrument. C'était vraiment symbolique parce que la documentation de l'OHADA est très vaste.
Tout ça pour dire à son Excellence que l'OHADA est là comme instrument à sa disposition, prêt à accompagner le Burkina Faso dans tous les défis que le pays aura à relever dans le cadre aussi bien de la crise sécuritaire et de la relance économique, les deux étant consubstantiels. Et donc l'OHADA se tient prêt, sous mon leadership, à être présent aux côtés de son Excellence. Il est également question de remettre les axes stratégiques qui sont les différents chemins, les différents projets que l'OHADA entend entreprendre pour les quelques années à venir, à l'intérieur desquels il y a quand même des projets innovateurs, comme par exemple la possibilité pour l'OHADA d'accompagner les milieux d'affaires publics et économiques et agir dans le sens de la promotion des investissements. Donc voilà, entre autres, les documents qui ont été remis. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique qui vise à faciliter les échanges et investissements pour une meilleure garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises de ses États membres. À ce jour, l'organisation regroupe en son sein 17 pays africains. Vous l'aurez donc constaté, c'est un reportage de Sanata Serré sur une audience à la primature hier où le chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré, a reçu le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, venu solliciter son accompagnement pour l'accomplissement effectif des missions qui lui sont assignées. Question de santé publique, parlons choléra après la confirmation par nos autorités sanitaires du cas détecté en fin de semaine dernière au CSPS de Tanwalbougou d'un transporteur routier malien arrivé du Niger où une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines. Nous sommes intéressés aux différents signes et manifestations de cette maladie et aussi aux mesures préventives. Reportage signé Mamitriana Kamabou. Depuis sa dernière apparition en 2012 avec 143 cas dont 7 décès, le Burkina Faso n'a plus fait face à l'épidémie de choléra jusqu'au 15 août dernier. Un cas de cette pathologie a été détecté au CSPS de Tanwalbougou dans la région de l'Est. Que peut-on retenir de cette maladie? Ce qu'il faut savoir sur la maladie du choléra, il faut dire que c'est une maladie diarrhéique aiguë due à un germe qu'on appelle le Vibrio cholerae. Voilà, la souche O0, O1, c'est cette souche-là d'ailleurs qui tape actuellement le Niger. Et c'est cette même souche-là qui a été détectée chez le patient dans la région de l'Est. Donc c'est une maladie qui est également grave. Si elle n'est pas rapidement prise en charge, le sujet peut mourir en l'espace de quelques heures à quelques jours. La population atteinte de cette pathologie peut présenter les symptômes gastro-intestinaux. C'est une maladie interhumaine selon le docteur Elvis Bamouni. Elle se transmet par le contact, les gouttelettes et l'air. Le signe phare, c'est la diarrhée. C'est la diarrhée, le sujet va se mettre à faire la diarrhée qui ne s'arrête pas. Il y a d'autres signes qui peuvent s'associer comme la fièvre, la douleur abdominale, les spasmes abdominaux, les nausées, vomissements, ça peut s'associer à tout ça. Mais c'est surtout la diarrhée qui est le signe phare, voilà, de cette maladie-là. Voilà. Et la période d'incubation là-bas, ça ne dépasse pas de quelques heures à environ 3 ou 4 jours. C'est-à-dire, si le sujet est en contact avec le germe, soit s'il a consommé un fruit ou des légumes mal cuits ou un fruit qui n'a pas pris le temps de bien laver, ou bien s'il a été en contact avec une personne qui souffrait de la maladie mais qui n'est pas hygiénique autour de lui, peut attraper ça. Le Burkina Faso est confronté à un environnement socio-économique caractérisé par un accès difficile aux services sociaux de base tels que l'eau et l'assainissement. Pourtant, selon les agents de santé, la maladie de choléra est liée à une hygiène de vie. Les populations, surtout les déplacés internes et les réfugiés, sont donc appelés à respecter les mesures de prévention d'hygiène et d'assainissement. Il se transmet en ingérant des aliments ou de l'eau qui sont souillés par le germe qui provoque cette maladie. Donc c'est une maladie qui est liée à l'hygiène de vie, qui est liée à l'assainissement. C'est pourquoi vous allez voir que c'est une maladie qu'on rencontre fréquemment dans les bidonvilles, les zones périurbaines, les zones où l'hygiène est très précaire. La maladie de choléra, si elle n'est pas bien prise en charge à temps, elle entraîne la mort. Les agents de santé invitent les populations à se rendre dans un centre de santé en cas de fièvre.
Ils ont aussi interpellé les populations à éviter l'automédication. Il y a un grand nombre de patients qui peuvent faire la maladie. Ils vont présenter des signes bénins, des signes tout simples qui peuvent passer avec une simple hydratation. Mais c'est quelques personnes qui peuvent faire les formes sévères de la maladie. Et c'est eux qui ont vraiment besoin d'une prise en charge dans un milieu hospitalier adapté. Parce que si rien n'est fait, ils vont se vider de toute leur eau. C'est comme je le disais, c'est une maladie diarrhéique. Le sujet passe le temps à faire la diarrhée. En un seul jour, il peut perdre environ 15 à 20 litres d'eau. Et s'il n'est pas rapidement pris en charge, en l'espace de quelques heures, il se vide de tout son eau et puis il meurt dans un état de choc, de collapsus cardiovasculaire. Cette épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines au Niger. Selon les autorités de ce pays, 600 cas ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées. Les agents de santé appellent la population à la vigilance. Journée de redevabilité hier de l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane a créé. Son élu consulaire s'est prêté à cet exercice de redevabilité. Il a fait le bilan de son mandat de 5 ans et les acquis durant cette période ont été exposés. Ami Valiant et Mami Triana Kamabou pour le compte-rendu. Après 5 ans d'activité en tant qu'élu consulaire représentant l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Roger Omed Ouetraogo est en fin de mandat. Avant de passer le témoin à son successeur, il a tenu à faire le bilan de ses différentes actions au sein de l'institution. Un bilan jugé satisfaisant à en croire les premiers responsables de l'association. On va le revenir parce que, comme vous le savez, nous avons dit une association professionnelle. Si je parle le français, en français facile, ça veut dire qu'il faut faire la profession avant de faire. Donc c'est ça que nous allons nous battre à réinstaurer. C'est à nous de la profession d'envoyer nos agents pour être formés dans un canevas bien spécifique. Comme vous les journalistes, vous le voyez, aujourd'hui, dans toutes les académies, on nous sort ce qu'on appelle des déclarants en douane. Nous, les acteurs sur place, nous constatons que la formation ne sied pas avec ce que nous demandons. Nous, les anciens, par exemple, on était formés à la même école ici, à l'école des douanes, avec les douaniers, mais dans le volet traitement des dossiers douaniers. Comprenez? Et le douanier étant un vérificateur, le transitaire est celui qui monte le dossier pour l'importateur. Donc c'est ça nous nous battons. Cette journée de redevabilité a été également une occasion pour le président de l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés de revenir sur les élections des membres du bureau consulaire de chambre de commerce et galvaniser ses membres à une forte participation le jour des élections. J'allais dire, c'est une cuisine interne à nous. Si on laisse les commissionnaires en douane agréés aller tout seuls au niveau de la chambre de commerce pour déposer les déclarations, on a peur de ne pas atteindre les buts escomptés. Donc on a tenu donc à regrouper tous les CDA à travers donc les éléments constitutifs. Nous on recentre toutes les demandes à notre niveau et notre secrétaire particulière ira à la chambre de commerce avant la date requise pour donc déposer toutes les demandes. Pas de candidature, on n'en est pas là, mais électeurs. Comme je le disais tantôt, nous sommes 300 et nous escomptons à plus de la moitié, 253, 275 personnes pour voter et élire un candidat qu'on aura choisi délibérément et qu'on va donc épauler et soutenir tout au long de la campagne et tout au long des élections. L'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés est une association à but et non lucratif créée depuis 2003 pour défendre les intérêts des agents et membres. Et Roger Omed Ouetraogo a représenté l'association en tant qu'élu consulaire dans le transit et la gestion des entrepôts. Nous vous le disions dans nos titres, la réhabilitation du boulevard des Tansoba dans le quartier zone 1 de Ouagadougou pose des problèmes d'accessibilité et de circulation aux habitants de la zone. Problème dû à la suppression de caniveaux selon ces derniers. En effet, l'entreprise en charge des travaux aurait supprimé les ponts qui facilitaient l'écoulement des eaux. Mécontents, les habitants ont donné de la voyère. Samira Ouetraogo vous en dit plus.
Matinée chaude au quartier zone 1 de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou ce 18 août. Les populations riveraines manifestent leur mécontentement suite au projet de réhabilitation du boulevard des Tonsoba. Selon les riverains, l'exécution des travaux n'a pas été faite comme il se doit. Il ajoute que l'annulation de plusieurs caniveaux par l'entreprise en charge des travaux serait à l'origine de la situation précaire dont ils font face. Avant, le boulevard comportait beaucoup de ponts. De la cuvette jusqu'à la pédiatrie, il y avait plusieurs ponts. Et on a remarqué que dans les travaux, l'entreprise a supprimé au moins 5 ponts. Nous, on a dénombré 5. Alors que nous, on a constaté que dès qu'il y avait la pluie, au moins l'eau qui venait, qui était charriée dans le canal là, pour arriver à la cuvette, passer par les ponts de l'autre côté, ça diminuait un peu la quantité. Maintenant, comme les ponts ont été supprimés, la masse d'eau qui vient depuis la pédiatrie jusqu'à la maison de la femme pour rentrer dans la cuvette là, quand la cuvette est pleine, cette eau-là vient faire accident avec la masse d'eau qui vient là-bas et ça se replie. Et donc, dès que ça replie, ça rentre dans le quartier. L'entreprise en charge des travaux devrait impliquer la population riveraine dans l'étude du projet avant le démarrage des activités, à en croire les riverains. Cela aurait pu faciliter le bon déroulement des travaux et éviter les inondations qui endommagent leurs différentes activités. On devait quand même avoir un entretien avec nous, on allait même leur donner des conseils, ça allait leur permettre même de faciliter même le travail. Parce que même ce qu'ils ont eu à faire là, ils avaient pratiquement fini la voie, ils étaient obligés de venir couper encore et ça fait combien de francs? Moi je ne sais pas, ça c'était pas prévu dans leur truc. Mais pourquoi ne pas, au moment de l'étude environnementale, les pré-études, il faut venir discuter avec les riverains. Le maire de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou a effectué un déplacement sur les lieux pour encourager la population riveraine. Toutefois, il les a rassurés que leurs préoccupations seront transmises aux autorités compétentes afin que des solutions idoines soient trouvées. Nous sommes venus d'abord dans un premier temps compatir à leur peine et leur demander pardon au nom du conseil municipal et au nom du gouvernement, en attendant que qui de droit puisse aussi faire la démarche. Et nous leur avons dit que, fort du constat de ce matin, nous allons nous impliquer pour qu'une solution soit trouvée et que nous resterons toujours à leur côté. Dans les heures qui suivent, nous allons rendre compte à qui de droit et des rencontres avec tous les acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de ce projet-là. Ce que nous avons vu ici ce matin est d'autant plus inquiétant que ça ne peut attendre. Il faut vraiment trouver une solution rapide. Rappelons que les travaux de réhabilitation du boulevard des Tonsoba avaient été lancés par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, en 2019 pour une durée d'exécution de 2 ans. C'est la période des vacances universitaires en ce moment au Burkina et les activités du Centre national des œuvres universitaires sont temporairement suspendues, mais certains étudiants résidant dans les cités universitaires ne chôment pas en cette période. Ils ont décidé de la rendre bénéfique à travers des activités génératrices de revenus. Du côté de la cité universitaire de Kosodo, restauration et lavage de motos sont quelques activités menées par ces étudiants travailleurs afin de pouvoir assurer leur rentrée prochaine. Abdul Rahim Yeye est allé à leur rencontre, il vous en dit davantage. C'est la période des vacances. Nous sommes à la cité universitaire de Kosodo et une bonne partie des résidents est hors de la cité. Le restaurant universitaire fermé et plus d'affluence dans la cité. Par ailleurs, ces vacances sont une occasion pour les résidents ayant décidé d'y rester de se trouver des sources de revenus en mettant en exergue leur savoir-faire. Parmi ces étudiants, Félicité Sebeogo, une étudiante en droit qui a décidé de mettre en œuvre son talent culinaire au profit de ses camarades en vue de se faire un peu d'argent. C'est comme je ne suis pas rentrée en vacances en famille, j'ai préféré rester en cité pour vendre quelque chose, pour gagner un peu d'argent. Donc j'ai choisi le Donkounou parce que je m'y connais dedans. Je me dis en rentrant en famille, peut-être en revenant des vacances, qu'est-ce que j'aurai? Peut-être trop, ce sont le transport. Mais si je reste en cité que je vends, je peux gagner quelque chose pour moi-même, pour la rentrée. À l'image de Félicité Sebeogo, Wilfried Kienou, lui, décide de laver des motocyclettes.
Grâce à sa motopompe, il dit laver environ 20 motos par jour. On ne peut pas dire que c'est un entrepreneuriat assez avancé, mais c'est quelque chose quand même qui aide, et précisément en cette période de vacances, ça nous aide aussi à avoir un peu plus de sous, comme on le dit, voilà, pour nous prendre en charge. C'est nettement mieux, selon moi, voilà, c'est nettement mieux que d'aller souvent encombrer les parents, voilà, pour rien. La situation géographique de la cité universitaire de Kosodo est également une opportunité d'affaires pour ces étudiants pendant ces périodes de vacances. Ils servent souvent de main-d'œuvre dans les usines situées à proximité dans la zone industrielle. C'est une zone industrielle. C'est là-bas souvent on part pour chercher de quoi faire. Et en tout cas on trouve souvent ce qu'on fait, mais même si c'est insuffisant, on arrive quand même à faire quelque chose. On arrive quand même à être employé. Et par jour, même si on gagne, c'est pas beaucoup, mais on arrive quand même à manger. La plupart des résidents de la cité vacances sont essentiellement ceux qui préparent des examens pour la rentrée et ceux venus de la diaspora qui ne peuvent rejoindre les parents en raison de la fermeture des frontières. À des temps perdus, il ne manque pas de constituer de cadres d'échange et de distraction. Des vacances bénéfiques pour ces étudiants. Et c'est sur ces images que je prends congé de vous. Merci pour votre aimable attention à nos sessions d'information à demain 13h.